Alors, très rapidement, il y a beaucoup d'internationalisation des populations aujourd'hui. 100 000 Anglais qui résident en France de manière permanente, 100 000 Allemands également, 500 000 Anglais posséderaient une résidence secondaire en France, etc. Il y a 8 millions d'Européens qui vivent et qui travaillent dans un autre pays que l'Union européenne et 3 200 000 Français qui vivent à l'étranger. Donc, vous voyez, de plus en plus, on bouge, de plus en plus, il y a des critères d'internationalisation. Mobilité en perpétuelle croissance pour des raisons personnelles, familiales, religieuses, principalement aussi au moment de la retraite. À ce moment-là, on se pose quelques questions. Et puis, c'est plus facile aussi de déménager lorsqu'on est à la retraite. Et puis, mobilité des biens également, parce que quelquefois, on acquiert un bien ou on cède un bien à l'étranger. La détermination de la résidence fiscale. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je rentrerai dans les détails s'il le faut, je répondrai à toutes vos questions, on prendra le temps nécessaire. Donc, sachez que les résidents fiscaux français ont évidemment une obligation fiscale illimitée. Les non-résidents fiscaux en France ont une obligation fiscale qui est limitée, effectivement, à leurs revenus de droit français. Le foyer d'habitation permanent. Donc, il y a des critères successifs qui sont prévus par la Convention OCDE. Le seul problème, c'est qu'il y a à la fois une Convention OCDE et à la fois des règles fiscales en France. Ça se rapproche pas mal. Mais ce qui est très important, c'est le foyer d'habitation permanent. Et puis, il y a aussi le centre des intérêts vitaux. Donc, comprenez bien que vous pouvez difficilement vivre en France et expliquer que vous êtes résident fiscal israélien. D'un autre côté, il est difficile aussi de vivre en Israël et de conserver tous ses biens en France. Voilà pourquoi il y a des petits éléments ou même des gros éléments à savoir et à préparer avant de faire son alias si on a envie qu'elle soit faite proprement. Le lieu de séjour habituel, c'est important. Le séjour habituel dépend de la fréquence, de la durée, de la régularité des séjours. C'est très facile de le savoir en ce qui concerne Israël, puisque vous savez que dès qu'on rentre dans le pays, on a une petite carte bleue qu'on détient dans notre passeport, et puis de la même manière, quand on ressort du pays, ce qui fait que très facilement, en allant au Misra d'Apnim, on peut savoir année après année combien de jours on a passé en Israël. La nationalité est importante également. Et puis, si vraiment, après tous ces critères, on ne sait toujours pas quel est votre lieu de résidence fiscale, eh bien, on laisse les autorités compétentes des deux États se battre entre elles. Voilà. Le principe, les critères alternatifs de l'article 4B du CGI, donc ça, c'est important, c'est la France. La France, fiscalement, est probablement une des plus pointues en ce qui concerne son activité fiscale. Donc, dans un premier temps, il y a les critères d'ordre personnel, le foyer ou le lieu de séjour principal. Donc, l'alinéa 1 ou A 4BA du CGI, c'est où vivez-vous la plupart du temps. Le deuxième critère est le critère d'ordre professionnel, où travaillez-vous. Et puis le troisième critère, vous pouvez ne plus vivre en France, ne plus avoir d'activité en France, être retraité tranquillement et vivre en Israël 10, 11 ou 12 mois dans l'année. Mais si vous avez laissé tout votre patrimoine en France, il y a un gros problème parce que la France considérera que vous êtes rattaché à ce pays par rapport au centre de vos intérêts économiques. Alors, la détermination de la résidence fiscale sur le lieu de vie, eh bien, le foyer ou le lieu de séjour principal, vous avez un nombre d'arrêts qui est assez impressionnant. Ils disent tous la même chose. Sur l'activité professionnelle principale, attention, principale, en France, c'est celle qui permet de récupérer le plus de revenus. On peut très bien avoir une petite activité professionnelle en France et une activité professionnelle en Israël qui soit plus importante, auquel cas c'est l'activité professionnelle principale qui retiendra les impôts, ou en tout cas qui sera un élément à discuter avec eux.
Et puis sur le centre des intérêts économiques, alors là, par contre, aussi beaucoup d'arrêts, parce que on a une difficulté à couper le cordon, une vraie difficulté. On conserve, enfin, j'ai un sujet sur lequel je pense qu'il y a un vrai souci, c'est la résidence principale, parce que bien évidemment, comprenez que vous pouvez très bien conserver un ou des biens immobiliers en France, dans la mesure où ça ne représente pas l'essentiel de votre patrimoine. On est avec Georges David Benayoun, donc l'avocat en chef du réseau Experalia. Avec Georges, on pense qu'il y a un vrai souci avec la résidence principale en France, et notamment celle dans laquelle on a vécu toute notre vie. Voilà. Le foyer ou le lieu de séjour principal. Alors, attention, parce qu'il y a plusieurs critères. Ce qui est très important, c'est également le lieu de résidence des enfants majeurs qui est sans incidence pour déterminer le lieu du foyer des parents. Bien évidemment, si ce sont des enfants mineurs, comprenez que vous avez des cas, dont un célèbre de Yannick Noah qui vivait la majorité de son temps en tant que tennisman ou même en tant que chanteur en dehors de la France. Il vivait en Suisse, il vivait dans d'autres pays également, aux États-Unis. Il avait également une femme aux États-Unis, des enfants aux États-Unis, mais il avait un ou deux enfants qui étaient à l'école en France. Eh bien, la France, ou plutôt Bercy, s'est rattaché à cet élément pour indiquer qu'il était résident fiscal français. Donc, comprenez bien que quand les enfants sont majeurs, pas de problème. Quand les enfants sont mineurs, on ne peut pas partir en Israël et laisser des enfants mineurs en disant qu'on est résident fiscal israélien. Ça ne fonctionne pas. Sur le cas des soins médicaux, il y a de la tolérance parce qu'on peut tout à fait vivre en Israël, malheureusement revenir en France et être bloqué avec le Covid, ne plus pouvoir repartir. Dans ce cas de figure, on a eu des cas de figure où des personnes ont passé plus que 6 mois en France et où leur situation de résident fiscal israélien n'a pas été remise en cause parce que c'était ou des soins médicaux ou un problème lié au confinement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour le moment, Stéphane, il y a une question qui est arrivée entre-temps. C'est Eric qui demande quoi entendre par vrai souci avec la résidence principale. Vrai souci, c'est-à-dire qu'à mon avis, il est compliqué de dire qu'on est résident fiscal israélien si on conserve sa résidence fiscale en France. Sa résidence de toujours. De toujours. Alors, Georges irait beaucoup plus loin que moi. Il expliquerait que même si vous louez un appartement, même si vous changez de résidence principale, etc., dans la mesure où vous conservez une résidence en France, il y a un souci. Que vous conserviez des revenus locatifs, pas de problème. Que vous conserviez un bien pour vous, là, il y a un souci. Mais il faut comprendre, ou bien on veut aller en Israël pour passer du temps, pour vivre sa religion, pour être heureux, pour être au soleil. Enfin, encore que, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas de souci de ce côté-là. Mon discours, c'est simplement sur le fait de dire je ne veux plus payer mes impôts en France, je veux les payer en Israël. Et là, il y a une vraie incompatibilité avec la conservation de la résidence principale. Donc, en clair, il faut vendre la résidence principale. Oui. Et... De toute façon, moi, j'en ai qu'une, hein, donc ça va être facile. Hein, j'ai pas de... Oui. Oui, et puis pour une autre raison aussi, c'est que le meilleur moyen de faire de l'argent en France, c'est effectivement la vente de la résidence principale parce que c'est le seul bien immobilier qui n'est soumis à aucun impôt et à aucun prélèvement social. Donc, on a acheté une résidence principale 800 000 €, on la revend 1,5 million. Alvaï. On a moins de 30 ans. Oui, bien sûr, ça arrive. C'est arrivé à d'autres que nous. On n'a pas 1 euro à donner à l'État. Mais la grosse difficulté, c'est que c'est très, très dur de couper le cordon. Donc, on se dit, je vais en Israël, on verra bien, je verrai plus tard. Si on laisse passer du temps, vous perdez le critère de résidence principale. Ça n'est plus votre résidence principale. Ça devient votre résidence secondaire ou une résidence parmi tant d'autres.
Donc, effectivement, oui, c'est le conseil qu'on donne. OK, merci. Ça va? OK. Le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable a résidé en France plus longtemps que dans aucun autre État au cours de la même année. Donc ça, cette notion de foyer et de lieu de séjour principal sont exclusives l'une de l'autre. Il y a la notion de foyer d'un côté, qui renvoie à la résidence habituelle, et puis il y a la question du nombre de jours également. Peu importe que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition. Encore que c'est plus compliqué pour le logement mis gratuitement à leur disposition. Donc, quitte à faire quelque chose, si vraiment on veut conserver un bien en France, bien, il est peut-être possible d'avoir un bien qui appartienne à des enfants, mais alors attention, la facture de Orange ou Free, la facture d'électricité, tout est au nom des enfants. Voilà. Parce que c'est pas la peine effectivement d'avoir un bien qui est mis à disposition, mais d'un autre côté, de payer toutes les factures soi-même. Sur l'activité professionnelle, je crois que c'est assez évident. Sont considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire. Et évidemment, l'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont contradictoires avec ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça, c'est plus dur à prouver. Que vous avez gagné 50 000 euros en Israël et seulement 20 000 euros en France, et que vous consacrez plus de temps à l'activité française qu'à l'activité israélienne. Pour autant, voilà, il y a les textes et puis après, il y a les petits arrangements entre amis. Donc, il y a quand même un petit peu de marge. Voilà. On continue. Bon, je vais passer très, très vite. J'adore… Stéphane, il y a Yves qui demande, notre ex-résidence principale ne pourrait-elle pas être notre résidence secondaire? Il a posé la question à $1 million, Stéphane. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça, c'est le fruit, si tu veux, de la prochaine session que tu feras sur l'immobilier, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Ok, c'est pour ça que j'ai dit, oui, ok, très bien. Alors, je vais peut-être passer rapidement sur cette slide. J'adorerais que l'un de vous soit le dirigeant d'une grande entreprise qui génère un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros à l'année. Dans ces cas-là, la France a verrouillé les choses et avec un article 4B, 1B du CGI, et donc les dirigeants de telles sociétés sont résidents fiscaux en France, même s'ils vivent ailleurs, même s'ils ne mettent pas le pied en France une seule journée dans l'année. Ah, le centre des intérêts économiques, qui est le troisième critère. Eh bien, c'est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens, où il a le centre de ses activités professionnelles, ou encore d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Donc, en cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'État considère le centre des intérêts se trouve dans le pays où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Mais c'est aussi le centre des intérêts économiques et fonction du poids prépondérant des revenus perçus en France ou à l'étranger et par année d'imposition. Je donne un exemple, toujours. Vous avez votre résidence principale en Israël et vous avez un certain nombre de revenus locatifs en France. Eh bien, on pourrait considérer que vous avez plus de revenus en France qu'en Israël, simplement parce qu'en Israël, c'est juste un toit au-dessus de la tête. En France, ce sont vos revenus locatifs connus depuis de très, très longues années. Alors, quelquefois, il y a un conflit de résidence. Donc, dans ces cas-là, on regarde le nombre de jours passés dans un pays, dans l'autre, et quoi qu'il arrive, à terme,
ce sont les États entre eux ou les services fiscaux des deux États qui essayent de faire jouer la convention fiscale pour éviter évidemment la double imposition. En résumé, les résidents fiscaux français sont soumis à une obligation fiscale illimitée, ça c'est tout à fait normal. Les non-résidents sont soumis à une obligation fiscale limitée et l'étendue de cette obligation trouve à s'appliquer au regard de l'impôt sur le revenu, de l'IFI, des droits de donation et des droits de succession. Voilà, sous réserve de dispositions conventionnelles. Donc, conventionnelles, c'est issu de la convention fiscale franco-israélienne. Simplement, la convention fiscale, c'est important, permet premièrement de déterminer la résidence fiscale en cas de conflit de résidence et deuxièmement, et aussi et surtout, d'éviter les doubles impositions. Alors, je reviens une demi-seconde sur cette histoire d'éviter les doubles impositions. Je devrais dire également d'éviter les doubles exonérations. Exemple, lorsqu'on est au Olim Hadashim, qu'on arrive en Israël, pendant 10 ans, une loi qui dure et qui dure toujours nous indique qu'en Israël, vous ne payez pas du tout d'impôt sur vos revenus étrangers à l'État d'Israël. Donc, bien évidemment, si vous avez des revenus locatifs en Israël ou une activité professionnelle en Israël, vous devrez payer un impôt. Si par contre vos revenus proviennent de l'extérieur, vous ne payez pas d'impôt. Là, il y a un vrai souci parce que vous ne payez pas d'impôt en Israël, mais on peut difficilement se cacher derrière cette convention fiscale pour dire « mais je ne veux pas payer d'impôt non plus en France ». Donc, dans certains cas, l'État français arrive à taxer. Simplement parce que Israël n'a pas mis en place une imposition, même symbolique, comme l'ont fait notamment, et Rachel connaît bien le cas, les Portugais qui étaient à 0 avec un passeport doré pendant des années, et maintenant, on paye 10%. Et le fait qu'on paye 10% au Portugal exonère totalement de devoir payer de l'impôt en France. Mais malheureusement, Israël, ils sont toujours à 0. Donc, tant mieux pour ceux qui passent au travers des gouttes et qui payent 0 des deux côtés, mais il y a quand même un petit souci. Rien de particulier là-dessus. La date de changement de résidence définit les obligations légales du contribuable. Oui, probablement, en matière d'impôt sur le revenu, en matière d'ISF et en matière d'IFI. En matière de donation-succession, c'est évidemment le fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire le jour de la donation ou le jour du décès qui détermine si, oui ou non, on dépend de l'article 4B du CGI et si, oui ou non, on doit payer en France des droits de donation ou des droits de succession. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Alors, précaution à prendre pour les personnes ayant une ou plusieurs résidences secondaires en France et pour les personnes ayant leur activité professionnelle principale en France. Donc ça, on rentrera dans les... Alors, c'est pas dans les détails qu'il faut rentrer, c'est qu'il faut bien comprendre que chaque cas est un cas particulier. Donc, ce matin, j'aborde, je dirais, des généralités et en fonction de vos cas respectifs, eh bien, on pourra effectivement voir s'il y a moyen de passer au travers des gouttes de tel ou tel article de loi. Alors, j'ai noté des aspects pratiques du transfert de résidence fiscale, il y en a beaucoup, mais ce sont des éléments dont on va avoir besoin. La facture de déménagement, des aspects douaniers si le transfert de résidence est hors de l'Union européenne, la date d'inscription des enfants à l'école si on a encore des enfants mineurs, la date de prise de bail ou la résiliation d'un bail éventuellement en France, la date d'achat ou de vente de la résidence constituant le domicile, les informations des banques afin de convertir les comptes bancaires en comptes résidents ou non résidents. Beaucoup de gens s'en vont et conservent leur compte en France, mais sans préciser à leur banquier que c'est un compte maintenant non résident. Or, tout ça, ce sont des éléments auxquels le fisc se rattache en disant « mais regardez, votre compte bancaire, c'est un compte bancaire français
et vous n'avez jamais déclaré qu'il était un compte de non-résident. En cas de délocalisation, eh bien, il faut une information recommandée AR du centre des impôts de sa nouvelle adresse, en précisant que cela emporte transfert de résidence fiscale hors de France. Donc, effectivement, en Israël, c'est le consulat de France en Israël. Et évidemment, ça c'est l'élément le plus important, c'est la réorganisation du patrimoine. On ne peut pas juste faire une valise, un déménagement et partir. Il y a certaines formalités qui sont liées à l'exit tax. Ça, c'est pour les entreprises et les entreprises importantes. Il y a une information des caisses de retraite françaises. Il y a une information des compagnies d'assurance également en France. Et puis, attention à une consommation d'EDF et d'électricité résiduelle qui resterait en France après votre départ. J'ai essayé de lister tout ça sur une page, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce sont des pièges, tout ça, si on ne les fait pas. Il y a évidemment des contentieux de résidence. Alors, il y a les examens des relevés bancaires pour déterminer les jours de présence sur le sol français, parce que on a gardé son compte bancaire et on a gardé sa carte bancaire française pour dépenser en France. Et on a une carte israélienne pour dépenser en Israël. Moi, je propose plutôt d'avoir un compte Revolut qui permet de dépenser de l'argent dans tous les pays du monde et de ne plus avoir ni compte bancaire, ni carte bancaire en France. Il y a un recoupement, attention, des informations données par des tiers, l'électricité, le gaz, les relevés téléphoniques, évidemment les inscriptions scolaires des enfants, j'en ai parlé, communication de pièces par le service de douane, et demande d'informations auprès de tiers non soumis au droit de communication. Il y en a aussi quelques-uns qui sont tenus de répondre aux douanes ou à l'administration française. Les revenus rapidement, je crois que je vais passer parce que ça va être trop long et que je voudrais me garder du temps pour les questions-réponses. Sachez simplement que si vous avez toujours un impôt à payer en France, en Israël, vous bénéficiez d'une convention internationale, c'est-à-dire qu'on ne paye pas un impôt des deux côtés. Donc, si vous avez payé, je vous dis n'importe quoi, 20% en France et que l'impôt en Israël est de 25%, eh bien, vous aurez un crédit d'impôt qui est soit égal à l'impôt étranger, soit égal à l'impôt français, de manière à ce que vous ne payiez en Israël que le différentiel qu'Israël pourrait vous réclamer. Voilà. Je passe très vite sur ces éléments-là parce qu'il y a des méthodes qui sont différentes. L'une s'appelle le taux effectif, l'autre le crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, l'autre le crédit d'impôt égal à l'impôt français, et en fonction des pays, on utilise l'un ou l'autre. Les contributions sociales, en règle générale, lorsqu'on parle spécifiquement d'Israël, on n'en doit plus, sauf sur l'immobilier qui est toujours en France. C'est même plus compliqué que ça. Mais bon, ne compliquons pas. Les non-résidents ayant des biens immobiliers en France, ben ça fait partie. Vous savez, on est sur la première réunion d'un triptyque, c'est-à-dire de 3 réunions. Là, ce sont des généralités aujourd'hui. Il y aura une deuxième réunion plus spécifique. Rachel, je crois que c'est la semaine prochaine. J'ai pas la date, oui. mais on vous la donnera. Oui, c'est la semaine prochaine. Voilà. Le même jour. Hein. Oui, exactement. On a fait mercredi 9h heure de Paris, 10h heure d'Israël. Et puis, une semaine après, la gestion des liquidités. Voilà, donc je ne rentre pas trop aujourd'hui sur les biens immobiliers puisque je vais l'aborder la prochaine fois. Les plus-values, je l'aborderai aussi la prochaine fois, ou les exonérations de plus-value. Il y a un petit cadeau qui est fait. Je passe sur cet élément-là. L'exit tax est réalisé sur des entreprises importantes. Ça porte maintenant sur une valeur supérieure à 2 570 000 € dans une entreprise. Et effectivement, si on est en dessous, on ne dépend pas de l'exit tax. Maintenant, il y a un élément qui est extrêmement vicieux, c'est qu'en fonction de la détermination du régime matrimonial dans le temps, il peut y avoir un changement de régime matrimonial.
c'est-à-dire que vous croyez que vous êtes en séparation de biens et vous êtes en régime de communauté, ou l'inverse. Donc, les mariages qui ont été célébrés avant le 1er septembre 92, il y a une fixité du régime matrimonial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour les personnes qui se sont mariées avant 1992. Vous avez le régime fiscal, le régime matrimonial, pardon, que vous connaissez, que vous utilisez depuis toujours, et cette règle, c'est, à défaut de contrat de mariage, c'est le régime matrimonial du lieu du premier domicile commun, effectif et stable, environ 2 ans, qui constitue une présomption de la volonté des époux. Donc, vous vous mariez dans un pays, vous vivez dans ce pays pendant plus de 2 ans, eh bien, globalement, c'est le régime matrimonial de ce pays qui est appliqué, sauf si vous êtes originaire d'un autre pays, tous les deux, et que vous avez la même loi nationale commune. Donc, vous vous mariez en France, mais vous êtes l'un italien, vous êtes tous les deux italiens, eh bien, c'est la loi nationale italienne qui s'applique. La conséquence, la seule qu'il faut que vous vous souveniez, c'est la date, c'est le 1er septembre 92, et le fait que votre régime matrimonial est fixe dans le temps. Le vice, c'est la Convention de La Haye, c'est-à-dire entre le 1er septembre 92 et le 28 janvier 2019, c'est-à-dire hier, et ça a porté sur 27 ans, et là, il y a une mutabilité du régime matrimonial. Donc, le régime matrimonial, c'est bien évidemment celui de la première résidence habituelle des époux, mais si vous déménagez dans un autre pays, eh bien, votre régime matrimonial peut changer. Et bien évidemment, ces choses-là s'apprécient, il suffit d'être averti, c'est un piège, pour ne pas aller dans quelque chose que nous ne souhaiterions pas. Il peut arriver qu'on ait des remariages, des unions successives, et effectivement, certains choisissent la séparation de biens pour protéger les enfants du premier mariage, et s'il y avait mutabilité du régime, c'est-à-dire qu'on se retrouve en communauté, ça complique vraiment les choses. À partir du moment où on est au courant, il suffit d'aller voir un notaire et de choisir le régime matrimonial qui est celui que vous voulez voir appliqué. Enfin, je termine. Pour les mariages qui sont célébrés depuis le 29 janvier 2019, on s'est rendu compte que la loi de La Haye était vraiment quelque chose de trop compliqué, et on est revenu sur une loi unique qui est ce qu'on appelle le choix express des époux. C'est le régime matrimonial de première résidence habituelle, à défaut la loi nationale. Voilà. Et surtout, il n'y a pas d'effet rétroactif, alors que dans les autres cas de figure, il pouvait y avoir un effet rétroactif. Je résume et on termine avec ça, la succession. La succession, il est évident pour moi que lorsque vous vivez en France et que vous décédez en France, la succession porte sur la totalité de vos revenus et de votre patrimoine mondial. C'est évident. Il y a un deuxième cas de figure qui est aussi assez logique, c'est le cas de figure où vous vivez en Israël et vous avez conservé des biens en France. Eh bien, il faut comprendre que en cas de décès, vous ne devrez payer de droits de succession en France que pour les biens que vous avez décidé de laisser en France. Donc, comprenez bien qu'avant de faire son alia, il y a vraiment des questions à se poser. Et enfin, il y a un troisième élément qui est un vice absolu et qui n'existe qu'en France et uniquement en France, c'est que vous pouvez très bien vivre en Israël, vous pouvez très bien avoir délogé vos comptes d'assurance vie, vos comptes bancaires, votre immobilier, tout rapatrié en Israël. Eh bien, si vous avez des héritiers qui sont en France, ces héritiers-là paieront des droits de succession sur le patrimoine dont ils vont hériter. Si par contre, vous avez des héritiers et en France et en Israël, il faut comprendre que ceux qui sont en Israël sont totalement exonérés, bien sûr, puisque vous décédez en Israël en tant que résident fiscal israélien, votre patrimoine, pour une grosse partie, est en Israël, et globalement, vos héritiers vivent en Israël. Donc,
quel est le rapport avec la France? Aucun. Sauf pour les résidents fiscaux israéliens, s'ils héritent de biens qui sont en France. Donc, je vous montre juste un dernier tableau que j'utilise tout le temps. Alors, ça, c'est un moyen mnémotechnique pour moi. Cette partie-là civile, il y a le civil et il y a le fiscal. Donc, comprenez bien que sur le civil, on peut transmettre au conjoint un minimum de temps et un maximum de temps, et à chaque enfant, un minimum de temps et un maximum de temps. Et tout ça se détermine à travers un testament. Et donc, c'est un choix. Et ce choix peut être déterminé par le fiscal, parce que comprenez bien que le conjoint, qu'il ait des biens à l'étranger ou des biens en France, il y a depuis la loi TEPA de Nicolas Sarkozy une exonération totale de droits de succession pour le conjoint. Donc, il n'y a pas d'impôt d'un côté ni de l'autre. Donc là, on se laisse guider uniquement par la protection du conjoint survivant, qui est importante, et on ne transmet à ses enfants que ce qu'on estime nécessaire après avoir protégé son conjoint survivant. Maintenant, comprenez que lorsque vous avez un enfant résident en France, sur des biens étrangers, il va payer un impôt à 100%, et sur des biens en France, il va payer un impôt de droit de succession aussi à 100%. Alors, ce n'est pas le taux de fiscalité, c'est simplement qu'il va être fiscalisé sur la totalité du bien que vous transmettez, que ce bien soit à l'étranger ou soit en France. Par contre, si vous avez aussi un enfant qui est non résident en France, eh bien, sur les biens qui sont en France, il est assujetti à l'impôt, et sur les biens qui sont à l'étranger, il ne l'est pas. Donc, comprenez qu'il y a un arbitrage à faire. Si on a et des biens en France et des biens à l'étranger, et des enfants en France et des enfants à l'étranger, de telle manière à donner les biens étrangers à un enfant non résident en France, de telle manière qu'il n'y ait pas sur ce bien du tout de droit de succession, et à donner à l'enfant français l'équivalent, mais sur des biens qui sont en France et sur lesquels il sera taxé quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop dense ou trop compliqué. Et maintenant, session de questions-réponses.